Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur My3x3 Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière puisque déjà nous sommes à Beaublanc, à Limoges, donc dans les travées, on est à la place du Populaire, dans un petit peu de pub, et vidéo pour deux raisons un petit peu spéciales puisque c'est la première vidéo interview. Donc je suis avec Sylvain Maurice. Bonjour Sylvain. Bonjour Rémi, bonjour à tous. Alors Sylvain, CTF développement dans la Ligue de l'Aquitaine. Et aujourd'hui donc nous allons voir avec lui quelles sont ses missions sur le 3-3. Alors Sylvain, je vais te laisser te présenter à notre public. Oui, alors je vais faire ça rapidement parce qu'il y a plein de choses importantes à voir derrière. Donc moi j'ai commencé à entraîner dans mes années universitaires quand j'étais en STAPS avec une équipe 2, avec des jeunes et puis j'ai gravi les étapes une par une. Tombé amoureux de la formation du joueur et du travail technique dans le basket. Ce qui fait que j'ai été conseiller technique fédéral déjà dans un département dans le Tarn-et-Garonne. D'accord. En suivant, j'ai été dans le milieu pro à la fois féminin sur Tarbes et puis masculin, Aix-Maurienne, Boulazac, pour faire 4 années ici au CSP à Beaublanc, que j'oublierai jamais avant de rejoindre donc la Ligue d'Aquitaine et un rôle complètement différent où j'interviens sur le développement de la pratique du basket, plus particulièrement le 3-3 dans mes missions, mais on ne lâche jamais le regard sur ce qu'on a vécu. Donc Voilà, un parcours de conseiller technique fédéral, un parcours dans le milieu pro, tout à fait. donc de la formation du joueur, de la formation de cadre, Également. et donc du 3-3, notre sujet aujourd'hui. Voilà, c'est nouveau, mais on est en plein dedans. Alors justement, par rapport à ce 3-3, quelles sont toi tes missions actuellement sur le 3-3 dans la zone Nouvelle-Aquitaine maintenant, on peut même un petit peu Oui, alors élargir. je vais décrire un petit peu ce que j'ai fait sur les 4 années passées déjà par rapport au 3-3 où au niveau de la Ligue Aquitaine, ma mission principale était d'organiser le tournoi central qui regroupe les vainqueurs des tournois qualificatifs de ta région ou de ton secteur. C'était pas, on s'organisait au départ au niveau de la Super League avec des secteurs, sachant qu'il y avait déjà des équipes des fois qui venaient du Limousin, notamment l'année dernière j'avais des filles de Brive, j'avais des garçons de Limoges, j'avais aussi des garçons qui sont venus des Deux-Sèvres, enfin on était déjà un petit peu dans ce format-là, mais l'objectif principal c'était d'organiser ce tournoi central. Sauf que pour organiser un tournoi central, il faut avoir un certain nombre de tournois qualificatifs pour alimenter ton tournoi. Donc il a fallu aussi développer ce nombre de tournois, donc travailler énormément en relation avec les collègues sur les départements, avec les clubs, faire un petit peu le tour déjà de ceux qui montraient de l'intérêt pour cette pratique, et trouver des endroits où tu pouvais organiser des événements visibles, avec de l'accueil, avec des moyens qui te permettent de faire les choses correctement, j'ai envie de dire. Tout ça, je rappelle, c'est la fédération qui met en place la Super League, je crois que c'est le nom. Oui, la Super League. La Super League, donc avec l'Open de France, donc les phases finales, une phase plutôt régionale, donc les tournois anciennement bruns, c'est ça, et donc anciennement brun. Tournois centraux maintenant. Oui. Et donc après, il fallait 8 tournois pour organiser un tournoi, oui, minimum. Un tournoi central. Tout à fait. Et alors, ça, c'était la mission prioritaire, mais bien sûr, développer le réseau, mailler le territoire pour avoir le plus possible de tournois et offrir aux joueurs un certain nombre de tournois dans l'année, sachant qu'il faut faire quand même des tournois pour marquer des points, etc. On ne va pas parler du ranking parce que ça, si on parle de ça, il faudra faire une émission rien que pour ça. Par contre, se dire que pour alimenter aussi les joueurs dans ces tournois, ça serait peut-être bien d'aller toucher un public qu'on n'a pas forcément toujours dans nos clubs, c'est-à-dire on a travaillé beaucoup avec le milieu scolaire, on a développé beaucoup de choses dans le milieu scolaire et avec l'Académie de Bordeaux, donc c'est très bien. Et dès l'année dernière, on a même travaillé en relation avec les académies de Poitiers et de Limoges, puisque sur les lycées professionnels, il y a une compétition avec des phases départementales, académiques, inter-acad et nationales. Donc le milieu scolaire est bien ancré dedans et nous on a beaucoup travaillé avec eux. Dans la formation des cadres, dans les formations BPGEPS, j'interviens pour amener des
des outils à la fois pédagogiques sur le terrain, mais en dehors du terrain, pour l'organisation, l'homologation des tournois, comment ça se passe, essayer de se faire une petite com plutôt intéressante, parce que la com c'est quand même très important dans tout ça. Je crois que tu y reviendras. On est dans l'événementiel, et puis essayer de réfléchir à ce que pourrait être la pratique, enfin, sur notre territoire, mais aussi par rapport à certaines catégories. Et on travaille actuellement sur le développement d'une compétition pour les U20, où on sait qu'il y a beaucoup d'arrêts, il y a beaucoup de turnover, il y en a qui se cherchent à cet âge-là, et on travaille sur le développement de cette compétition-là, et aussi sur ce qu'on appelle, donc on a la Super League pour les plus de 18 avec la Fédé, mais on a aussi la Junior League, où là il y avait des tournois dans les clubs, dans les comités, mais il n'y avait pas de suite. Et on va... Ils sont pas en réseau. Voilà, il n'y avait pas de réseau, et je travaille sur ça, et il y aura une petite surprise qu'on annoncera plus officiellement. Alors, donc, pour résumer, donc, organisation de tournoi, commencer à former les entraîneurs sur cette nouvelle pratique, et mettre en place des tournois régionaux, on va dire, en réseau sur le territoire. Alors, je rappelle, le territoire Nouvelle-Aquitaine, pour ceux qui ne sont pas de cette nouvelle région, c'est le Limousin, le Poitou-Charentes et l'Aquitaine. Pourquoi développer le basket 3-3 dans les prochaines années? Pourquoi il faut absolument qu'on développe cette pratique en France? Alors, on va le dire, pour ceux qui sont novices peut-être, ou qui découvrent, le 9 juin dernier, ça a été vraiment une date essentielle pour le basket 3-3, dans le sens où c'est devenu une discipline olympique. Et discipline olympique, ça veut dire que c'est reconnu, et ça va être mis en avant aux yeux du grand public. Et alors 2020, c'est pas chez nous, mais 2024, ça va être sur Paris, et je pense qu'on a envie de représenter la France à travers cette pratique qui sera olympique. Voilà. Donc il faut travailler dessus. L'intérêt, il est de plusieurs ordres. Alors bien sûr, il y a la formation du joueur, sur lesquels tu vas être peut-être beaucoup plus sur du travail technique, individuel, parce que les espaces sont différents, te permettent de jouer peut-être plus de duels, de 1 contre 1. Mais pour moi, il y a une chose qui est vraiment importante et essentielle dans la formation du joueur à travers de la pratique du 3-3, qui peut être bénéfique bien sûr derrière pour le 5-5, c'est la prise de responsabilité, la prise de décision. Les joueurs de haut niveau font la différence dans leur prise de responsabilité, dans leur prise de décision par rapport à la connaissance du jeu. Quand tu joues à 5, quand t'es pas bien, c'est pas que c'est facile de se cacher, mais tu peux. Quand tu joues à 3, t'as que 2 collègues avec toi. Donc à un moment donné, tu peux pas te cacher. Donc dans la prise de responsabilité, dans la partie mentale aussi, je pense qu'il y a un aspect vraiment important à développer. Si t'as pas de dureté dans le 3-3, tu peux pas exister. Oui. Donc ceux qui ont déjà vu des matchs 3-3, vous pouvez aller voir sur YouTube, ils y sont tous. C'est beaucoup plus rugueux, les arbitres sifflent un petit peu moins les contacts. Disons qu'on laisse jouer beaucoup plus les contacts. Tous les petits contacts, des fois, qui sont un petit peu limite, c'est pas limite. Voilà, à partir du moment où tu es cadré, contact, t'es cadré, il n'y a pas de problème. Après, une faute reste une faute. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup plus de dureté, et il n'y a pas de joueur de salon là-bas. Voilà, c'est pas possible. Ça peut pas marcher. Après, donc, formation du joueur, il y a ensuite le rapport avec l'entraîneur, le coach est un petit peu différent, dans le sens où pendant les compétitions, on est sous forme de tournoi, et les coachs ne sont pas avec les joueurs sur le banc. Ils ne sont pas autorisés à communiquer entre eux. C'est ça. Donc le coach ou le responsable d'équipe ou l'entraîneur, peu importe, il va avoir un gros travail à faire de préparation, d'observation et de retour après match. Mais pendant les matchs, finalement, il n'y a pas beaucoup de coaching. Il y a beaucoup d'entraînement à faire, mais il n'y a pas vraiment de coaching pendant le match. Mais par contre, ce qui est intéressant, dans ton rôle d'entraîneur, coach tout de même, c'est que en dehors du terrain, pendant les entraînements, il faut que les joueurs comprennent, et il faut que tu arrives à les rendre autonomes. Parce que les choix, à un moment donné, c'est eux qui vont les faire. Alors, à un moment donné, ils peuvent peut-être lever la tête en se disant, tiens, on va regarder le coach de loin. Non. Dans le 3-3, aujourd'hui, au niveau des compétitions FIBA,
tout est filmé, on voit comment ça se passe, et il n'y a pas de regard. Les mecs, ils sont concentrés, ça va vite, ça se joue en 12 secondes. La prise de décision, elle doit être très très rapide. Et c'est dans ce sens-là où le rôle de l'entraîneur va être essentiel dans la préparation et dans cette prise de décision. Ça, c'est important. Donc en gros, c'est accompagner, je ferai sûrement des vidéos là-dessus, mais c'est vraiment accompagner le joueur dans son autonomie, dans sa capacité à prendre des décisions. Et des fois, quand on voit comment entraînent certains entraîneurs dans le 5-5, je pense qu'il y a des choses peut-être à modifier pour vraiment faire une pratique dans le 3-3, sachant que bien évidemment, je pense qu'on ne va pas faire de caricature en disant le 3-3, il faut laisser la liberté dans le 5-5, il faut vraiment tout structurer. Je pense qu'il y a un juste milieu entre les deux et on peut faire des va-et-vient permanents entre les deux méthodes pour pouvoir justement arriver à des joueurs complets, que ce soit dans le 3-3 ou dans le 5-5. Complètement. Moi, dans le 5-5, déjà, j'ai toujours aimé que les choses soient cadrées, structurées, mais avec des temps à respecter, et à un moment donné, tu te retrouves sur 2 ou 3 options. Et là, c'est libre. Maintenant, c'est vous. Nous, on met des choses en place, on essaye de contrecarrer les plans des autres équipes, on essaye de mettre en difficulté ou d'aller piquer là où ça fait mal. Mais de toute façon, ce qui est important, c'est ce que vont faire les joueurs à la fin dans le dernier geste. Dans le 3-3, je pense pas qu'il y ait déjà dans le 5-5, je pense pas qu'il y ait besoin aussi de 50 structures de jeu, qu'on comprenne déjà bien ce qu'on fait, c'est important. Mais alors c'est encore plus vrai dans le 3-3 parce que des espaces de duel, tu vas en trouver beaucoup plus. Il y a plus d'espace. Tu joues sur un demi-terrain. Accompagner les joueurs dans leur prise de décision, comment ils repèrent ces décisions, quels gestes techniques ils s'approprient à ces décisions, Tout à fait. etc., etc. Tout à fait. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis, il ne faut surtout pas oublier dans tout ça, c'est que les clubs, aujourd'hui, sont face à des nouvelles pratiques, entre guillemets. Hein. Le basket 3-3, c'est pas vraiment nouveau. C'est nouveau dans le sens où la FIBA, depuis 2010, a vraiment repris les choses en main et essaye de le structurer en y laissant l'idée de on a de la liberté, on a beaucoup moins de contraintes. Par contre, on se structure pour faire des choses propres. Et c'est très très bien. Et c'est très très bien. Mais les clubs, aujourd'hui, sont parfois en difficulté par rapport à la capacité d'accueil sur leurs équipements, pas assez d'entraîneurs, pas assez de joueurs pour monter une équipe à 5 contre 5. Il y a plein de choses comme ça. Et je pense que demain, ça ne remplacera pas les équipes de 5-5, mais avoir une section 3-3 où tu es, pour certains, un peu plus dans le loisir, parce que je vais faire un tournoi tous les mois, ou ça peut me donner plus de disponibilité, mais par contre, je vais continuer le basket, parce que finalement, j'y trouve mon compte. Il y a quelque chose à travailler dans le futur sur cette pratique, que ce soit dans l'accueil, et surtout dans l'organisation autour, parce que tu peux créer justement des événements à partir de ça, et en fonction de ton environnement, des événements peuvent t'amener de la communication, de la visibilité, des partenaires, et à ce moment-là, trouver des nouveaux moyens pour fonctionner. En tout cas, en résumé, le 3-3 peut être un outil pour développer les clubs. Je pense que ça doit être un outil parallèle, sans oublier le reste, mais pour se développer. On parlait du 3-3, du 5-5. Est-ce qu'à un moment donné, à moyen terme, le 3-3 ne va pas concurrencer le 5-5? Est-ce que ça peut pas être un risque? Non, on m'a déjà posé plusieurs fois la question. Pour moi, il n'y a pas de concurrence. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de concurrence. Sur les tournois, on retrouve quand même à la fin beaucoup de joueurs qu'on connaît ou qu'on a déjà croisés. Qui font que du 5-5, qui font du 5-5 également. Voilà, j'ai vu sur des tournois, moi dans ma région et sur Bordeaux, des pratiquants qu'on connaît, qui sont identifiés, parce que quand tu passes au parc Saint-Michel, les gars ils sont toujours là, mais je sais qu'ils jouent pas en club, mais ils se font plaisir. Et par contre, ils vont venir sur des tournois 3-3 qu'on organise, parce qu'ils vont retrouver les autres qui pratiquent le 5-5 en club, c'est aussi leurs copains. Et c'est un moment où tu n'es pas dans une compétition officielle, il n'y a pas de pression. Alors oui, bien sûr, quand il y a une petite qualif pour le central, ou après sur le central pour l'Open de France, là c'est un petit peu différent quand même, parce que forcément à un moment donné, t'as ce billet qui est important pour aller sur l'Open de France. Mais
l'esprit est quand même différent. On fait tous nos tournois en musique, on connaît un petit peu leur goût aussi, donc on fait en sorte qu'ils soient bien accueillis et qu'ils puissent s'amuser dans leur activité. Ambiance et un climat humain plutôt détendu, et ça leur plaît. Ah oui, moins de contraintes, moins de temps de pratique. C'est sûr, c'est sûr. Le mode sociétal, tout ce qu'on a autour de nous, et de toute façon on le voit, hein, on est dedans dans le basket avec cette nouvelle discipline olympique. Mais si tu regardes bien dans les autres sports collectifs, tout le monde cherche à trouver un petit peu des alternatives à sa pratique pour faire de l'animation, pour toucher des nouveaux publics, pour occuper la place. Et puis on est aujourd'hui dans un monde Concurrentiel. où il y a énormément de moyens de communication. Et si tu n'es pas en action, que tu ne communiques pas autour, on voit les autres. C'est ça, c'est d'autres sports qui prendront la place. Je pense. Donc concurrence au jour d'aujourd'hui, non, je pense pas. Après 2020, 2024, avec les périodes olympiques, ça évoluera un petit peu. Mais concurrence, moi, j'y crois pas. Alors, dans tes missions, tu as parlé de la Super Coupe U20 3-3 Oui. en Nouvelle-Aquitaine. Oui. Alors peut-être quelques mots sur ce nouveau format de compétition. En fait, ça c'est parti d'une réflexion sur la catégorie U20 qui pose énormément de questions et d'interrogations à tout le monde. Les clubs, les comités, les entraîneurs, les joueurs eux-mêmes qui se posent des questions. Et le passage entre U17 et senior, des fois, c'est un petit peu compliqué. Certains jouent tout de suite, d'autres pas. Ils continuent à s'entraîner, mais ils ne trouvent pas leur compte. Certains ont 5, 6 joueurs, donc faire une équipe à 5, c'est compliqué. Et on s'est dit que le format 3-3, pour cette catégorie-là, où on se rend compte qu'on perd 50% de nos licenciés sur cette catégorie-là, il serait peut-être intéressant de proposer des choses nouvelles. Et l'idée, justement, c'est de trouver un format de compétition où tu pourrais garder une sorte de passerelle entre les catégories U17, U18 et la catégorie senior. Donc ça, c'était un petit peu le travail de départ. Et dans l'objectif, c'était de développer cette compétition sur l'ensemble des départements de la Nouvelle-Aquitaine pour bien mailler 12 départements. 12 départements, et de proposer un format en 4 étapes. Alors, format départemental, format interdépartemental, regroupement par secteur, donc les anciennes régions, et puis faire une grande finale Nouvelle-Aquitaine dans les arènes de Pomarès fin mai, ça sera le 27 mai d'ailleurs. Dans les Landes. Voilà, un week-end légendaire dans les Landes et dans les arènes de Pomarès. Tapez sur YouTube si vous voulez voir l'ambiance qu'il y a là-bas. Vous tapez. C'est extraordinaire. Tapez sur YouTube, vous trouverez des images. Moi, j'ai vécu 4 ans dans Beaublanc. On sait que c'est un peu la Mecque ou le temple, comme vous voulez, mais c'est magique. Mais quand tu vas une fois à Pomarès, tu te dis ah ouais, quand même. Non, il faut le faire. Voilà. Et donc on a réussi à amener les finales là-bas. Donc on est en train de travailler, de rencontrer tous les collègues sur les départements pour pouvoir proposer à tout le monde. Alors cette année, excusez-moi mesdemoiselles, mais cette année ce sera que les garçons, mais on ne vous oublie pas, dès l'année prochaine, on sera aussi sur le secteur féminin. Une coupe donc pour déterminer le champion de Nouvelle-Aquitaine, oui. Qui va répondre à des problématiques plutôt axées sur les U20, comme tu en as parlé. Tout à fait. Avec des évolutions, donc les filles vont rentrer dans ce format de compétition l'année prochaine. Oui. Par contre, la FIBA a créé une nouvelle catégorie. On avait les U18 et on avait les seniors. Ils ont créé une catégorie intermédiaire qui est les U23, qu'on n'a pas dans notre classique 5-5. C'est que axé 3-3. Mais justement, en vue de la préparation de 2024, il va nous falloir des filières de détection, il va nous falloir de plus en plus de tournois en réseau pour augmenter le nombre de points au ranking de la FFBB, de tout le monde. Et l'évolution, ça sera peut-être justement de proposer ce format-là à une nouvelle catégorie
qui sera une catégorie spécifique 3-3 et donc les fameux U23. Ça, c'est, on va dire qu'à N+2, N+3, on l'imagine déjà. En plus, ceux qui auront 23 ans, c'est ceux qui en ont 20 maintenant. Donc, ils connaissent déjà un petit peu le truc. Alors, dernière question, je suis dirigeant de club ou coach et je veux organiser un tournoi. Oui. Comment je m'y prends? Que dois-je faire? Qui dois-je contacter? Alors déjà, si vous êtes club, contactez le comité, puisqu'il y a sur pratiquement tous les comités aujourd'hui, il y a des personnes qui sont compétentes pour répondre aux questions. Il y a bien sûr les ligues, et moi en l'occurrence, aujourd'hui, que ce soit Poitou-Charentes, Limousin ou Aquitaine, personnellement, on parle de basket, on échange sur des projets, donc je suis le premier à répondre. Hein. Il faut partager nos connaissances et nos expériences, donc il n'y a pas de problème. Tu veux rentrer un petit peu dans le cadre et être aidé aussi par rapport à ta communication, par rapport à un petit peu de matériel. Il y a un dossier d'homologation qui est proposé par la Fédé, qui au tout début était, on va dire, peut-être un peu compliqué. Aujourd'hui, il a été simplifié. Et puis quand on a fait une fois, après c'est très facile de le reproduire. Alors, je crois qu'il est obligatoire. Normalement, on ne peut pas organiser le tournoi sans l'homologuer. Parce que, pour une simple raison, c'est que la Fédé, ça leur rapporte des points. Et qui dit points dit forcément un meilleur ranking national pour qualifier les équipes de France dans les compétitions internationales. Oui, alors moi je conseille à tout le monde d'homologuer son tournoi. Je sais, il y en a qui me l'ont dit face à face, que ça ne les intéressait pas. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a de la pratique. Donc si ça leur fait peur, écoutez, surtout continuez à organiser votre tournoi, c'est important. Vous ne voulez pas l'homologuer, c'est dommage. Il y a aussi des dotations, et puis il y a des expériences. Et ça fait faire du monde parce que ça rapporte des points pour les joueurs. Exactement. Mais donc il y a le dossier d'homologation à monter. Ouais. Donc le faire savoir à ton comité et ta ligue pour que les tournois rentrent en réseau sur ton territoire. Et par contre, ce qui est vraiment, vraiment important pour un tournoi qui soit réussi, c'est ta communication. Que ce soit la communication pour les futurs participants, pour les partenaires, pour ta municipalité, etc. On est plus sur des formats événements. Et pour réussir un événement, il faut réussir sa communication. J'ai vu des tournois qui étaient bien organisés, mais pas plus que ça. Par contre, super com. Et tu te dis, mais ce tournoi, il est génial. Et tous les mecs qui y sont allés, ils ont envie d'y retourner. Et t'en as d'autres qui sont bien organisés, c'est structuré, c'est tip top. Et puis tu cherches des infos, mais on fait comment pour s'inscrire, et tu te dis, bah ouais, ton truc il est génial, mais finalement ta com elle est plus que moyenne, et l'autre à côté il a fait plus d'effets. Donc le dossier d'homologation, ça prend pas énormément de temps, réussir sa com, et puis se mettre dans, n'ayez pas peur du mot, event maker. Quand vous l'aurez utilisé une fois, vous ne pourrez plus vous en passer. Alors, je remets, je remets ici là, un petit qui va apparaître pour le tuto pour comment fonctionne Event Maker. Voilà. Ah oui, exact. Et l'Event Maker, la première fois que tu l'utilises, après, c'est tellement il faut gratter pratique, dessus et après... que voilà, il ne faut pas que ça fasse peur. Et d'ailleurs, par rapport à ça, moi, je l'explique à beaucoup de monde de manière individuelle, mais on attend bien sûr la mise en place de toute la région Nouvelle-Aquitaine basket à partir du 1er juillet, et à travers l'IRFBB, toutes les formations de cadres, que ce soit diplômantes ou non diplômantes, on va se pencher sur ce genre de choses, parce que dans un futur très très proche, c'est un outil qui sera indispensable. Surtout si vous avez 32 équipes faire un tournoi à 32 équipes, là c'est très compliqué, là c'est tout informatisé. C'est sûr, si vous en avez que 4, voilà, c'est gadget. Mais à 32 équipes, je vous promets que c'est un énorme avantage d'avoir ce logiciel. Donc pour résumer, en fait, homologuer, pensez à communiquer et utiliser le logiciel Event Maker pour vous faciliter la vie. Voilà, avec des petits comptes rendus comme d'habitude, et puis développer le réseau et tenir informés les ligues et les comités, justement pour que les équipes ne soient pas oubliées à travers du réseau qui est mis en place sur la Nouvelle-Aquitaine. Sylvain, merci d'avoir essuyé les plâtres sur cette première vidéo avec interview. Grand plaisir, alors j'espère qu'il y en aura d'autres. Je vais essayer Il y en aura d'autres, j'en suis sûr. On va essayer de toucher du technique, de l'organisationnel,
pourquoi pas du fédéral avec d'autres personnes, je sais pas, mais on va essayer d'élargir ces interviews pour pas qu'il y ait que moi qui communique sur le 3-3. Donc encore merci Sylvain de t'être prêté au jeu. Mais je t'en prie, avec grand plaisir. Mais sur notre secteur, on a quand même beaucoup de personnes ressources sur le 3-3. Hein. Je pense au collègue Gwen Pestel qui est sur la Fédé et bien d'autres. Je ne vais pas citer tout le monde, mais je pense à eux. Donc si tu as apprécié cette vidéo, pense à liker, hop, c'est ici, pense à liker, pense à t'abonner pour voir toutes les nouvelles vidéos en temps et en heure. Commente, je répondrai sans aucun souci, et partage pour que tout le monde puisse, comme a dit Sylvain, que tout le monde dans le réseau puisse avoir les informations, être le plus informé et partager. C'est important, c'est le métier aussi d'entraîneur, partager. Tout à fait. Je laisse le dernier mot à Sylvain. Bah, mon dernier mot, il va être très simple. Hein. Toi aussi, vis ton expérience 3x3. Allez, à la prochaine. Bye bye. Ah non, ma main, elle est là. Salut.